Bonjour, c'est Batli. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie avec une notion importante, l'éducation. Et une question, comment pouvons-nous être des parents acceptables? L'étape de la parenté est l'une des étapes de notre vie qui sera la plus mouvementée, avec une certaine dichotomie, alliant à la fois moments de doute et moments de plaisir. Une question reste au centre de la parenté, que ce soit entre le moment de la conception et la naissance, où nous nous demandons serons-nous de bons parents, que ce soit de la naissance à l'avant de notre enfant, où nous nous demandons sommes-nous de bons parents, ou bien encore à l'émancipation de celui-ci, où nous nous demandons en regardant derrière nous ai-je été un bon parent? Avons-nous été de bons parents? Alors il faut savoir qu'on ne peut pas être de bons parents. Il faut déjà intérioriser que cela est impossible, car l'erreur est humaine et que l'éducation dépend de chaque individu. L'éducation est donc singulière autant que l'individu. Nous ne pourrons donc être que des parents acceptables, comme le disait Bettelheim, ou, comme le disait Winnicott, des parents suffisamment bons. Alors, les étapes de l'éducation. Nous allons parler des castrations de Dolto. Le développement est constitué de stades. Chaque stade comporte des interdits à signifier pour le bon développement psychique de l'enfant. Pour Dolto, ces interdits sont appelés des castrations. Elles peuvent être symboligènes quand elles sont faites convenablement, c'est-à-dire que l'enfant a intériorisé les interdits, ou non symboligènes ou pathogènes quand elles sont mal données, c'est-à-dire quand l'enfant n'a pas intériorisé les interdits. La première des castrations est la castration ombilicale. La castration ombilicale, c'est quoi? C'est l'interdit de rester en fusion. Cet interdit est représenté physiquement par la coupure du cordon ombilical. Le bébé renonce à la fusion, seulement s'il sent que sa mère n'a plus envie de rester en fusion. Cela est d'autant plus dur lorsque l'enfant a eu des complications, in utero, ou que le deuil d'un enfant précédent n'a pas été intériorisé, ou bien encore que le père ne répond plus présent. L'état de corps à corps doit succéder à l'état de fusion. Tous les événements traumatiques liés à la naissance peuvent compliquer, fragiliser cette castration, notamment les paramètres insécurisants, tels qu'une naissance insécurisante. Alors là, dans cette vidéo, nous n'en parlerons pas. C'est tout ce qui pourrait rendre traumatique la naissance. Alors, pour éviter ça, je vous renvoie à la méthode Le Boyer ou Odent. Nous en parlerons dans une vidéo prochainement. Alors, la deuxième castration est la castration orale. La castration orale, c'est l'interdit de rester en corps à corps et en lien de dépendance. La première dimension est l'interdit. Pour la mère comme l'enfant, de rester dans une relation de corps à corps. Ce travail de nouvelle séparation peut être difficile, si la mère n'a pas envie d'arrêter l'allaitement. Le bébé le ressent et refusera le biberon. La deuxième dimension est l'interdit du cannibalisme, l'interdit de manger ce qui n'est pas alimentaire. Le sevrage signifie qu'il est impossible de garder en permanence un objet qui produit le plaisir, qu'il est interdit d'incorporer et de garder un objet qui n'est pas mangeable. Le troisième aspect de la castration orale est l'interdit de sucer en permanence. Si le sevrage est réussi, cette pulsion orale est sublimée. Elle peut être sublimée par le désir de parler, d'établir une relation à distance avec la mère. Pour le bébé, la bouche est une zone érogène. Pour cette castration se passe bien, il faut plusieurs conditions. Que la mère renonce à l'état de corps à corps et arrive à engager avec son enfant une relation de plaisir, qui passe par une communication gestuelle et verbale. Échanger avec son bébé
autrement que par le corps à corps. Il est important que la pulsion orale soit encore un peu satisfaite. Il ne faut pas arrêter la tétée brutalement. Un bon objet interne doit se construire. Le mémoriser ainsi que l'intégrer. Le bébé a besoin d'intérioriser une représentation imaginaire permanente de sa maman. Cela passe par un travail de représentation qui permet d'établir une communication à distance avec sa mère. Il doit fantasmer la présence de sa mère. Alors là, ça se manifeste surtout quand c'est bien fait, que quand le bébé commence à se réveiller, il balbutie, il parle tout seul, parce qu'il signifie, il se représente bien sa mère à distance. Il lui parle, en gros. Alors pourquoi le sevrage est souvent raté? Il est souvent raté parce qu'il dépend de certaines conditions et des périodes qu'on le fait. La période de l'allaitement, elle est faite quand la mère arrête de travailler. Le tort qu'a la plupart des mères est d'attendre le dernier moment pour arrêter l'allaitement. Car cela coupe d'un coup le lien de corps à corps entre le bébé et la maman. Alors en plus, prolonger l'allaitement est positif sur le plan somatique. Mais c'est une erreur pour le développement psychologique de l'enfant, car cela renforce la dépendance du bébé envers la mère. La dépendance de la mère envers le bébé. Kramer disait que le conflit entre la fonction utérine, c'est-à-dire la protection de l'enfant, et la fonction professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une triple rupture pour le bébé qui subit un traumatisme. On lui enlève sa source de plaisir, le sein, de 1. De 2, on lui enlève la présence de sa mère. Et de 3, on lui enlève ses points de repère spatio-temporels. Pour que la séparation se fasse bien, l'enfant doit intégrer la séparation. Elle doit être faite progressivement, dans le temps, les 3 ruptures. Ci-dessus. Si le sevrage est brutal, un nourrisson tombe dans une insécurité. On le verra parce qu'il sera malade dès les premiers jours en crèche. Alors pour cela, il faut que la mère, dans un premier temps, fasse venir la nourrice chez elle pour lui montrer qu'il y a une autre personne qui est là et que l'enfant soit toujours dans ses points cardinaux et que sa mère soit là. Deuxièmement, la mère après doit donner le sein chez la nourrice pour qu'elle soit toujours là mais qu'on lui enlève juste un point de repère, ses points de repère spatio-temporels. Et ensuite que ce soit la nourrice en présence de la mère qui donne le biberon à l'enfant. Pour que ce sevrage soit bien fait, comme ça l'enfant reste toujours dans un lien de sécurité. La fonction de séparation doit être associée à la figure paternelle de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut que la figure paternelle soit une instance de séparation par rapport au désir de l'enfant. Le père devient donc un attracteur positif pour la mère. Le père doit permettre la censure de l'amant. C'est-à-dire que l'enfant, ou plutôt le bébé, doit comprendre que ce n'est pas le seul centre d'intérêt à sa mère, et qu'il y a une deuxième personne avec qui elle peut prendre du plaisir. Un sevrage qui est symboligène, l'enfant a compris à intégrer l'interdiction, puis la sublimer, c'est-à-dire il l'a sublimée en parlant, en voulant créer un lien de distance avec la maman. La troisième castration est la castration anale. Alors pour Dolto, la castration anale, elle se fait en 3 définitions. Alors le premier, c'est l'interdit de dépendance. L'enfant doit acquérir une autonomie. Deuxièmement, l'interdit avec les 2 lois fondamentales, l'interdit de l'inceste et l'interdit de nuisance, c'est-à-dire la loi de non-nuisance. On n'a pas le droit de faire du mal à autrui ou à soi-même. Il faut également que l'enfant apprenne qu'il ne faut pas se faire plaisir sexuellement si ça provoque du déplaisir pour quelqu'un d'autre, pour le partenaire concerné.
il faut laisser à l'enfant la possibilité d'exercer sa motricité anale brute. Alors pour Dolto, ça veut juste dire qu'on laisse l'enfant comprendre qu'il peut interagir avec le monde extérieur, c'est-à-dire avoir des actions et une influence sur les objets. Par exemple, ça peut passer à, on donne du papier à l'enfant pour qu'il puisse se déchirer, pour qu'il voie qu'il peut avoir une action sur les objets. Alors il faut initier les enfants au contrôle moteur général. Tout ça, ça doit passer par le jeu. Pour aussi faire les, comme le nom l'indique, les castrations sphinctériennes, c'est-à-dire tout ce qui est anal, il faut le faire aussi par le jeu. Il ne faut pas pousser l'enfant à faire sur le pot parce qu'il doit aller à l'école. Cela, ça le frustrerait plus qu'autre chose et ça lui ferait une fissure dans son narcissisme. Alors deuxièmement, dans cette partie-là, il y aura des transgressions motrices. Alors comme exemple, l'enfant montera les escaliers alors qu'on lui a interdit, ou touchera un objet qu'on lui a interdit de toucher. Alors il y a deux possibilités. Soit la transgression motrice sera réussie, c'est-à-dire qu'il arrivera à monter les escaliers tout seul. Dans ce cas-là, il faut féliciter l'enfant, qu'on ne pensait pas capable de faire, mais qu'il arrivait à faire. Donc, comme il est arrivé, l'interdit n'a plus lieu d'être, il faut l'enlever. Et la deuxième possibilité, la transgression motrice échoue, c'est-à-dire que l'enfant, par exemple, chute de l'escalier. Alors là, il faut signifier à l'enfant que il ne pouvait pas encore le faire, car il pouvait plus, il n'est pas encore capable de le faire, que nous, au même âge que lui, nous n'étions pas capables de le faire, mais que plus tard, il y arrivera. Et il faut aussi signifier, troisièmement, les lois de non-nuisance, c'est-à-dire que quand l'enfant nous dira par exemple, pour un garçon, je veux me marier avec ma maman, il faudra lui signifier que c'est pas possible de se marier avec sa maman, car il y a l'interdit de se marier avec sa maman, car c'est de l'inceste. Et deuxièmement, la loi de non-nuisance, c'est-à-dire on a le droit de faire ce qu'on veut, tant que ça touche pas à l'intégrité d'autrui, ou que ça gêne pas autrui, et que ça ne touche pas à l'intégrité de soi-même. C'est-à-dire qu'on se met en danger nous-mêmes. Alors, cette vidéo est déjà terminée. Je vous laisse voir les sources que j'ai utilisées. Et c'est juste pour terminer que on a vu sommairement l'éducation, car après succède le stade du complexe d'Oedipe et de la résolution du complexe d'Oedipe, et l'adolescence, qu'on n'a pas traité dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Et on a fait de façon générale les 3 stades de développement, on pourrait dire de la petite enfance. Car in utero, il faut aussi faire certaines choses pour éviter justement de faire des traumatismes à l'enfant. Voilà, c'est déjà terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite déjà alors une bonne année, car j'ai oublié de le faire au début de la vidéo, et pour vous dire qu'on se retrouve prochainement pour des vidéos psychologiques. Voilà.